Bonjour, je m'appelle Blandine de Paris, je suis interne de premier semestre d'anesthésie-réanimation, en ce moment en anesthésie à l'hôpital Bicêtre. Et donc je vais vous présenter mon stage junior qui est intitulé La fièvre du samedi soir, ou autrement anesthésie loco-régionale et hyperthermie à la maternité. Pour ce topo, je remercie Dr Camille Happy de m'avoir encadré. Je vous propose de commencer avec un cas clinique qu'on a eu à la maternité début janvier. Madame Julia L, une patiente de 29 ans, G9P2 sans antécédent, est hospitalisée pour fausse couche tardive à 19 semaines plus 2. À l'examen clinique, on a donc une fièvre à 40 degrés, une tachycardie sinusale, une pression artérielle conservée et une douleur cotée à 6/10 à l'échelle numérique. À l'examen gynécologique, on a un col dilaté à 4 cm, des membranes intactes et des contractions utérines régulières. La patiente demande alors à être soulagée par péridurale. Donc à main levée, parmi vous, qui accepterait de poser la péridurale seulement après initiation d'une antibiothérapie ? Personne. Qui accepterait de poser la péridurale cette fois avant ou sans initiation de l'antibiothérapie ? Ok, une majorité de la salle. Et qui refuserait de poser la péridurale et proposerait une autre stratégie ? Personne. Ok. Donc ce jour-là, notre prise en charge a été la suivante. On a initié une antibiothérapie par clindamycine. On a pris un avis infectiologue qui a recommandé, qui a dit oui pour la péridurale. On a donc posé, on a surveillé la patiente de manière rapprochée et elle n'a pas eu de complications au décours de sa prise en charge. Mais cette question, elle est plutôt compliquée, on ne sait pas forcément trop comment y répondre, et c'est ce qui est ressorti d'un sondage qui a été réalisé en 2015 lors d'un congrès auprès de 500 médecins anesthésistes britanniques. Déjà, ce qui est frappant, c'est que sur ces 500 médecins britanniques anesthésistes, seulement 12% connaissaient la définition de la fièvre du péripartum, selon les recommandations de la National Institute of Care and Excellence. C'est-à-dire 2 températures supérieures à 37,5 à 1 heure d'écart, ou bien une seule température supérieure à 38. Parmi ces médecins, donc 30% acceptaient de poser la péridurale seulement après antibiothérapie, 30% acceptaient de la poser sans antibiothérapie, comme vous, à peu près 20% ne savaient pas, et 17% refusaient et proposaient une stratégie analgésique différente. Donc on voit bien que c'est pas évident de savoir quoi faire dans cette situation. Donc que faire ? Eh bien en interne d'anesthésie, souvent on a tendance à sortir son MAPAR, et le MAPAR indique que le sepsis non contrôlé est une contre-indication pour l'anesthésie périmédulaire. La SFAR 2014 va aussi dans ce sens et pose comme contre-indication une infection systémique documentée. Sur quoi sont basées ces recommandations et quelles en sont les craintes ? Eh bien, il y a la crainte déjà de la méningite par dissémination. En 1992, Karp et Bailey publient une étude portant sur des rats. Chez des rats, on va créer une cavité sous-cutanée. Puis, à J3, on va, chez les rats tests, inoculer des bactéries E. coli. Et chez les rats contrôle, on va inoculer un liquide qui est stérile. On va laisser donc ces E. coli proliférer, et à J6, on va réaliser des hémocultures pour différencier les rats qui ont développé une bactériémie à E. coli de ceux qui n'en ont pas développé. Juste après cette hémoculture, est réalisée chez ces rats une ponction cisternale avec une aiguille 26 gauge. 24 heures après, on reponctionne les rats pour analyser leur liquide céphalorachidien pour différencier les rats qui ont développé une méningite de ceux qui n'en ont pas développé. Ce qu'on peut voir sur cette étude, c'est que sur le premier groupe, chez les rats bactériémiques, chez qui on a fait la ponction durale, mais sans couverture antibiotique, plus d'un quart d'entre eux a développé une méningite. En revanche, chez les rats qui sont bactériémiques également, à qui l'on a aussi fait une ponction durale, mais cette fois sous couverture de gentamicine, eh bien aucun n'a développé de méningite. Enfin, ceux qui étaient bactériémiques mais à qui on n'a pas fait de ponction durale n'ont pas développé de méningite. Donc quand on voit cette étude, on aurait tendance à dire que la ponction durale en période de bactériémie est à risque de méningite, notamment s'il n'y a pas d'antibiothérapie. Donc on aurait tendance à contre-indiquer la rachianesthésie sur cette étude en période de bactériémie. Alors cette étude, elle a des limites, parce qu'on utilise une aiguille 26 gauge chez un rat, donc proportionnellement c'est une grosse aiguille. On a également une ponction qui est cisternale, alors qu'en salle de naissance on la fera bien évidemment en lombaire. Mais cette étude fait partie du rationnel de beaucoup d'articles qui seront publiés sur le sujet par la suite. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu ce qui se passait chez les rats, que se passe-t-il donc en salle de naissance ? En salle de naissance, on estime que 5 à 10% des parturientes présenteront à un moment donné de leur prise en charge, quel qu'en soit le moment, une fièvre supérieure à 38 degrés. Parmi ces patientes, seulement 10% auront une bactériémie documentée. On sait également qu'il y a 1% de chorioamniotite en salle de naissance, dont seulement 8% sont bactériémiques. Ce qui en ressort de cette épidémiologie, c'est que c'est pas parce qu'on a de la fièvre qu'on a forcément une bactériémie. Donc peut-on vraiment contre-indiquer sur la présence de fièvre une anesthésie périmédulaire ?
C'est à ça que s'est attelée Anne-Sophie Duclois dans un article de 1994, qui est une étude prospective monocentrique qui a été menée sur 500 parturientes. Chez ces femmes, on s'est interrogé sur la présence de signes cliniques qui seraient prédictifs ou non d'une infection maternelle. On va d'abord étudier les signes cliniques au temps zéro. Le temps zéro, c'est le moment de l'admission de la patiente, le moment où elle rentre en salle de naissance. Et à ce moment-là, on va étudier la tachycardie fœtale, la rupture de poche des os de plus de 24 heures, l'infection génito-urinaire du 3e trimestre et l'état de jeûne prolongé. On observe que lorsqu'aucun de ces signes est présent, ça a une bonne valeur prédictive négative. Quand 2 de ces signes sont présents ou qu'une tachycardie fœtale isolée est présente, ça a une bonne valeur prédictive positive. En revanche, le flou demeure pour les femmes qui présentent un seul signe, hors tachycardie fœtale. Anne-Sophie Duclois s'intéresse dans son étude donc tout particulièrement à cette population et va étudier chez elle les signes cliniques à temps 1. Le temps 1 correspond à une dilatation du col de 4 cm, poche des os rompus. À ce moment-là, on va s'intéresser à la présence de signes infectieux, donc notre fameuse hyperthermie, mais aussi la tachycardie fœtale et les frissons. On va également s'intéresser à la présence de liquide amniotique méconial ou la dystocie. Eh bien, on voit que lorsqu'un seul signe ou aucun signe n'est présent, alors ça a plutôt une bonne valeur prédictive négative. En revanche, lorsqu'on a 2 ou 3 signes présents, combinés à la présence d'un signe au temps 0, eh bien, ça a une bonne valeur prédictive positive. Et lorsqu'on utilise ces 2 modèles, du temps 0 puis du temps 1, eh bien, dans 80% des cas, on arrive à prédire l'infection de la mère. Ce qui doit aussi être souligné dans cette étude, c'est qu'on voit que la présence de signes infectieux a un odds ratio de 4, c'est-à-dire que ça a un moindre poids par rapport à la dystocie ou au liquide amniotique méconial. Donc, la présence de signes infectieux n'est pas forcément synonyme de bactériémie et donc de contre-indication à la péridurale ou la rachianesthésie. Maintenant qu'on a pu faire le distinguo entre fièvre et bactériémie, qu'en est-il chez ces patientes qui ont une chorioamniotite avérée, plus ou moins une bactériémie? En 1996, Goodman réalise une étude rétrospective sur 517 patientes qui ont reçu une péridurale et 14 qui ont reçu une rachianesthésie. Chez ces patientes, 24% d'entre elles ont reçu une antibiothérapie préalable. Ces patientes, donc, a posteriori, après l'accouchement, on avait analysé leur placenta et il y avait des marqueurs de chorioamniotite. Et sur les bilans infectieux réalisés, seulement 13 patientes avaient une bactériémie documentée. Et bien sûr, ces 131 patientes, il n'y a eu aucune complication à type d'abcès ou de méningite. On aurait donc tendance à dire que les complications sont rares, même au contexte de chorioamniotite. Mais là, donc, on est sur une étude rétrospective avec seulement 500 patients, donc qu'en est-il à plus grande échelle? En 2006, une méta-analyse est menée sur la complication à type d'abcès péridural chez les patientes. Cette méta-analyse porte sur 27 études différentes, soit une population de 1 200 000 patientes, donc vraiment grosse population. Et bien sur ces 1 200 000 patientes, il n'y a que 11 cas qui sont recensés à travers 13 études d'abcès péridural. Donc 11 cas sur 1 200 000 patientes, et bien ça nous fait une prévalence très faible de 0,00091%. Donc, ce qu'on peut déjà dire, c'est que l'hyperthermie en salle de naissance est un phénomène fréquent, que l'hyperthermie à elle seule n'est pas forcément synonyme de bactériémie, qu'elle ne devrait donc pas contre-indiquer à l'anesthésie périmédulaire, d'autant plus que les complications sont quand même relativement rares. Je vous propose de continuer donc avec notre patiente, Madame Julia L, qui est satisfaite de votre prise en charge et qui revient pour sa nouvelle grossesse 1 an plus tard. Elle n'a pas de nouvel antécédent. La grossesse est cette fois-ci de déroulement normal, avec une arrivée à terme à 39 semaines plus 3. La péridurale est posée à 14 heures dans un contexte d'apyrexie. La sage-femme vous appelle à 22 heures, soit 6 heures plus tard, pour une température à 38,2 et s'inquiète d'une possible chorioamniotite. Elle vous explique que les membranes se sont rompues spontanément, que le liquide est clair et qu'il n'existe pas de trouble du rythme cardiaque fœtal. Qu'en pensez-vous? Est-ce un signe d'infection? En 1989, Fusy s'intéresse à cette corrélation entre péridurale et fièvre. Il réalise une étude prospective chez 40 patientes qui sont randomisées en 2 groupes. Le premier groupe, c'est le groupe péridural, que vous voyez donc sur ce graphique en blanc, cette ligne-là. L'autre groupe, c'est le groupe analgésie par pétidine intramusculaire, que vous voyez ici. On étudie donc leur température orale et vaginale toutes les 30 minutes. Ce que l'on peut voir, c'est que les 6 premières heures, il n'y a pas de différence significative de la température entre les 2 groupes. Ces femmes ont une température entre 36,5 et 37. En revanche, à partir de 6 heures, on a une élévation significative de la température chez la femme sous péridurale.
On voit d'ailleurs que la température de 37,5 est atteinte à peu près à 11 heures de travail et qu'ensuite elle continue de croître. Donc à partir de 11 heures, on rentre en moyenne dans la définition de la fièvre péripartum. Cette étude met aussi en avant la corrélation entre la température de la mère et le rythme cardiaque fœtal. En effet, à partir d'une température à 37,6, on a une fréquence cardiaque fœtale à 160, donc qui avoisine la tachycardie fœtale. Donc on peut quand même se demander quelles sont les répercussions sur le fœtus. À quoi est due cette corrélation fièvre et péridurale ? Eh bien, il y a plusieurs hypothèses. La première, c'est un déséquilibre de la balance production et élimination de chaleur. Hyperproduction de chaleur par bien évidemment un travail musculaire qui est la contraction utérine, mais aussi par des tremblements maternels qui sont rapportés dans une étude de Gleason, une étude prospective, que 66% des femmes sous péridurale présentent des tremblements. Associé à cette hyperproduction de chaleur, on suspecte une diminution de l'élimination de la chaleur, puisque la péridurale réalise un bloc sympathique qui diminue la dissudation du bas du corps. On a également une diminution des pertes thermiques par évaporation. En effet, donc, quand les dames sont douloureuses, elles ont une hyperventilation qui fait donc une élimination de chaleur par évaporation. Donc quand on les soulage par la péridurale, elles perdent cette hyperventilation, donc il n'y a plus ce phénomène de perte thermique par évaporation. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est la perturbation de la thermorégulation centrale. Une élévation de la valeur cible hypothalamique, mais aussi une perte des mécanismes de thermorégulation chez des dames qui souvent ne font plus distinguer entre le chaud et le froid, c'est d'ailleurs comme ça qu'on teste leur péridurale. Donc difficile de mettre des mécanismes de thermolyse dans une température ambiante qui est généralement aux alentours de 23-24 degrés dans une salle de naissance. Les autres hypothèses, c'est l'origine inflammatoire, on y reviendra plus tard. Enfin, on suspecte aussi une origine infectieuse, celle qui nous viendrait peut-être en tête la plus spontanément, chez des patientes sous péridurale qui sont généralement plus à risque d'infection, puisqu'elles sont plus souvent primipares, avec un travail prolongé et une durée plus importante entre la rupture des membranes et l'accouchement. Il y a souvent aussi une multiplication des examens à type de toucher vaginaux, puisque les patientes sont soulagées. Je vous propose donc de zoomer un petit peu sur cette hypothèse de la réaction inflammatoire, qui est celle qui est privilégiée actuellement. En 2002, Laura Goetz réalise une analyse prospective chez 42 patientes qui sont sous péridurale. Chez ces 42 patientes, on va doser le taux d'interleukine 6, donc qui est une cytokine pro-inflammatoire. Ce qui ressort, c'est qu'au temps zéro, au moment de la pose de la péridurale, on a un taux d'interleukine 6 qui avoisine 0. Dès 4 heures, on a une augmentation significative aux alentours de 200, et à 8 heures, on a un taux d'interleukine 6 aux alentours de 600 picogrammes par millilitre. On a donc une augmentation qui est significative. Ce qui est également relevé dans cette étude, c'est que lorsque l'on divise les femmes en deux groupes, celles qui ont développé une fièvre et celles qui sont apyrétiques, eh bien, il y a un taux d'interleukine 6 significativement plus important chez ces femmes qui présentent une hyperthermie. On retrouve la même chose chez leurs nouveau-nés, avec un sang en cordon plus riche en interleukine 6 lorsque la mère était fébrile que chez les nouveau-nés dont la mère est apyrétique. À noter que dans cette étude, aucun des nouveau-nés n'a développé de bactériémie à la naissance. Quelles sont les conséquences sur le nouveau-né ? Parce qu'on a quand même vu qu'il y avait une tachycardie fœtale. En 1997, Lieberman mène une étude rétrospective sur plus de 1600 femmes. 1000 d'entre elles ont reçu une péridurale et 600 n'ont pas reçu de péridurale. Chez ces patientes, on va analyser le devenir et la prise en charge de leur nouveau-né à la naissance. Ce que l'on remarque, c'est que les nouveau-nés dont la mère avait une péridurale ont 4 fois plus de chances d'avoir un bilan infectieux lancé à la naissance. Ces nouveau-nés ont également 4 fois plus de chances d'avoir une antibiothérapie à la naissance. Et pour ceux qui ont une antibiothérapie, ces nouveau-nés dont la mère avait la péridurale ont 3 fois plus de chances d'avoir une antibiothérapie de plus de 3 jours. En revanche, dans les deux groupes, on a le même pourcentage de sepsis documenté chez l'enfant. Donc finalement, plus de traitement, plus d'exploration, alors qu'il n'y a pas plus de bactériémie. Donc on a quand même un risque iatrogène de cette fièvre de la péridurale qu'on caractérise mal pour l'instant. Mais est-ce que l'absence de complications infectieuses est synonyme d'absence de complications totales chez le nouveau-né ? Pas forcément. Morton mène une méta-analyse sur le pronostic neurologique de ces enfants dont la mère a développé une fièvre lors du travail. Cette étude regroupe à peu près 30 articles.
Et on voit que l'hyperthermie est associée à un surrisque de complications neurologiques chez le nouveau-né. Alors selon les études, les complications neurologiques ne sont pas mesurées de la même manière. Chez certaines études, on va prendre le score d'Apgar, chez d'autres, on va prendre la présence de convulsions néonatales, de paralysie cérébrale ou encore d'encéphalopathie. En tous les cas, cette étude met bien donc un odds ratio significatif entre l'association hyperthermie de la mère et pronostic neurologique de l'enfant, mais ne met pas en avant une association significative entre hyperthermie de la mère due à la péridurale et pronostic neurologique de l'enfant. Donc, à défaut de bien connaître les effets secondaires de cette fièvre sous péridurale, on va se demander comment la faire baisser. C'est ce qu'est demandé donc, Laura Goetz en 2004 sur une étude prospective donc, sur 40 patients, qui, donc, la moitié avait reçu du paracétamol 650 mg intrarectal versus un groupe placebo. Vous voyez donc en ligne continue le groupe placebo et en ligne pointillée le groupe acétaminophène. Ce que l'on voit, c'est qu'il n'y a pas de différence significative de la baisse de la température dans ces deux groupes. Les critères de jugement secondaires étaient l'utilisation d'antibiotiques, le sepsis néonatal, et il n'y a pas non plus eu de différence entre ces deux groupes. Le paracétamol ne semble donc pas être une piste efficace pour la baisse de cette fièvre post-péridurale. En 2006, une autre étude est sortie, cette fois-ci pour s'interroger sur la place des corticoïdes pour cette fièvre. C'était une étude randomisée, en double aveugle, contrôlée. Les femmes étaient réparties en 3 groupes. Le groupe placebo, le groupe low dose, c'est-à-dire qui recevait 25 mg toutes les 8 heures de méthylprédnisone, et le groupe haute dose qui recevait 100 mg toutes les 4 heures de méthylprédnisone. On voit cette fois-ci que la fièvre baisse de manière significative. On voit également que l'utilisation d'antibiotiques lors du travail et de l'accouchement baisse également de manière significative. En revanche, on voit également que le taux de bactériémie néonatale, lui, monte également de manière significative. Donc on gagne sur la fièvre, mais on perd en pronostic de l'enfant, on perd en termes de bactériémie chez l'enfant. Donc les corticoïdes ne sont pas une piste acceptable pour faire baisser cette fièvre. Aujourd'hui, on n'a pas trouvé de solution pour faire baisser spécifiquement cette fièvre chez la mère. Donc depuis le début de ce stage, je vous parle de balance bénéfice-risque. On a vu que les risques étaient quand même plutôt limités et on a quand même du mal à définir clairement ces risques. Mais donc, quel est le bénéfice de quand même faire cette anesthésie périmédulaire ? En 1997, une étude rétrospective a lieu donc sur les décès maternels entre 1979 et 1990. Sur cette période de temps, il y a 4000 femmes qui sont décédées entre le moment du travail et 1 an en postpartum. Et sur ces 4000 décès, 500 sont en lien direct avec l'anesthésie. À cette époque, pour contextualiser un petit peu, 16% des femmes avaient une anesthésie générale et 84% étaient sous anesthésie loco-régionale au moment du travail. Eh bien, on voit que sur ces 500 femmes, la plupart sont décédées lors de césarienne plutôt que lors d'anesthésie loco-régionale et qu'il y a une augmentation significative de la mortalité lorsque l'on fait une anesthésie générale. Les principales causes de décès, c'était l'inhalation, la gestion des voies aériennes difficiles, la détresse respiratoire. L'anesthésie loco-régionale est beaucoup moins associée à des décès, notamment dû donc au bloc trop haut, aux toxicités des anesthésiants loco-régionaux et au choc anaphylactique. Donc on gagne quand même chez ces femmes qui ont une hyperthermie, qui sont plus à risque de gestes invasifs, qui sont plus à risque de césarienne en urgence. On peut dire quand même que l'anesthésie loco-régionale est associée à un meilleur pronostic, même en termes de vécu de la patiente qui assiste quand même à la naissance de son enfant. En résumé, la péridurale chez une patiente bactériémique reste indiquée, sauf bien évidemment si elle est en choc septique avec instabilité hémodynamique, mais elle est à faible risque de complications à type de méningite ou d'abcès. L'antibiothérapie n'a pas démontré de diminution des effets secondaires, mais en l'absence d'études plus récentes et de plus grandes preuves, on recommande quand même de mettre une antibiothérapie, bien qu'elle ne doive pas retarder la mise en place de l'anesthésie périmédulaire. La péridurale donc, peut causer une fièvre chez les patientes, chez environ 12% d'entre elles. Le mécanisme n'est pas encore clairement élucidé, mais on s'orienterait plutôt sur un mécanisme inflammatoire. Cette augmentation de la température, on a du mal à en déterminer les effets secondaires. On sait que ça peut entraîner un excès de iatrogénie.
On ne sait pas, on pense que ça n'engendre pas tellement d'excès de bactériémie chez les nouveau-nés, et on connaît mal son impact sur le pronostic neurologique. Pour faire baisser cette fièvre, on n'a pas encore de traitement à notre disposition pour la faire baisser de manière efficace. En tous les cas, pour conclure ce staff, je vous recommande, je vous encourage donc à poser des péridurales et des rachianesthésies, même en contexte de fièvre et de bactériémie chez vos patients. Voilà.